Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La cavale continue pour Mohamed Amra, l'ennemi public numéro 1. L'homme de 30 ans, soupçonné par la police judiciaire d'être un important trafiquant de drogue, s'est évadé le mardi 14 mai. Évasion meurtrière à un péage d'autoroute en Normandie dans l'Eure. Un commando lourdement armé a tué 2 agents de l'administration pénitentiaire, Arnaud Garcia, 34 ans, et Fabrice Moello, 52 ans. Mohamed Amra continuait de gérer ses trafics depuis sa cellule sonorisée par les policiers qui enquêtaient sur lui, mais l'administration pénitentiaire n'était pas au courant et n'a probablement pas pu mesurer son degré de dangerosité. Code Source fait le point aujourd'hui sur cette affaire prioritaire pour les forces de l'ordre avec 2 journalistes du service police-justice du Parisien, Damien Delsoni qui dirige ce service et Jean-Michel Descugis. Le mardi 14 mai, en fin de matinée en Normandie, juste après le péage d'Incarville dans l'Eure, Mohamed Amra, 30 ans, est arraché d'un fourgon pénitentiaire par un commando. Les hommes en armes tirent des rafales de fusils mitrailleurs sur les agents de l'administration pénitentiaire. De l'attaque sanglante ce matin dans le convoi pénitentiaire. Un commando armé a attaqué ce convoi à un péage d'autoroute dans l'Eure. Le bilan est très lourd. Au moins 2 agents de l'administration pénitentiaire tués, un détenu en fuite. Ce convoi a été violemment attaqué par plusieurs assaillants. Ils ont ouvert le feu et tué 2 agents. Le détenu, lui, a pris la fuite. Il était particulièrement surveillé en prison, c'est ce qu'indique le parquet de Paris. Damien Delsoni, cette évasion meurtrière choque tout le pays. Oui, elle choque tout le pays en raison de la violence extrême qui est utilisée ce jour-là par le commando qui est venu libérer Mohamed Amra. Des rafales d'armes automatiques, des armes de guerre qui sont utilisées. C'est vraiment des images extrêmement choquantes. Les hommes en cagoule, en plus du bilan évidemment extrêmement lourd, 2 morts, 3 blessés graves. C'est quelque chose qui va totalement choquer l'opinion publique et évidemment toute la sphère politique. Jean-Michel Descugis, dans Le Parisien, une avocate qu'il a défendue début avril pour une vieille affaire remontant à 2019, une affaire de vol avec effraction, explique à quel point elle est surprise par cette évasion. Oui, elle est surprise parce que devant le tribunal, Amra est poli, respectueux, il écoute et jamais elle peut imaginer que cet Amra-là va s'évader 15 jours plus tard et dans les conditions de violence qu'on connaît. On avait déjà consacré un épisode de Code Source le 15 mai à cette évasion, mais on a décidé de revenir sur cette affaire, notamment parce que le Parisien a révélé plusieurs informations importantes sur Mohamed Amra ces derniers jours. On va donc raconter cette histoire en intégrant tous ces nouveaux éléments. Jean-Michel Descugis, d'abord, qu'est-ce que l'on sait du parcours de Mohamed Amra? Où est-ce qu'il a grandi et comment est-ce qu'il a débuté son parcours criminel? Amra, c'est un jeune de cité. Il a grandi en Normandie, dans une cité de Rouen. Et puis, assez rapidement, il va commettre des délits. Sa première arrestation, elle est à 9 ans. C'est pour des dégradations de biens. Et puis, en 2005, il est condamné à 1 mois de prison pour des vols en réunion, et puis dans les années qui suivent, de vols par effraction, de vols par ruse, puis de vols par violence. En fait, il s'est spécialisé, semble-t-il, dans les effractions d'entrepôts. Et c'est là, en prison à Évreux, qu'il va rencontrer un certain nombre de délinquants du coin, et il va finalement rester sur Évreux, où il va rencontrer une jeune femme avec laquelle il va vivre et avoir un enfant dans le quartier de la Madeleine, et il va bien faire ses premiers pas dans le grand banditisme, on va dire, et dans le narcotrafic à Évreux. Mohamed Amra fait plusieurs séjours en prison. Damien Delsoni, en quelques années, il va devenir un voyou beaucoup plus inquiétant. Oui, parce que si son casier au départ est celui d'un petit délinquant, effectivement on voit la liste, c'est beaucoup de vols. Dès son incarcération en réalité à Évreux, il va s'impliquer beaucoup plus dans le trafic de stupéfiants. Alors d'abord localement, dans le quartier de la Madeleine, qui est un quartier réputé à Évreux pour être aussi un quartier qui compte pas mal de points de deal, et il va prendre en fait du volume, de l'amplitude dans le trafic à partir de cette zone, et assez vite rayonner un peu partout en Normandie, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer à la fois sur ses amitiés nouvelles à Évreux, mais aussi sur son passé à Rouen. Il va étendre comme ça son influence et son trafic dans toute la région normande. En 2022, un jour de janvier, il est interpellé en banlieue parisienne.
Oui, alors avec des faux papiers. Il a des papiers qui ne sont pas à son nom. Et en fait, à l'époque, il est recherché pour une tentative de meurtre. C'est les premiers faits assez graves pour lesquels il est recherché. Un règlement de compte qui s'est produit à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est-à-dire en banlieue de Rouen, donc dans la zone où il a l'habitude d'exercer ses trafics. Et donc, il est arrêté pour cette raison en région parisienne. Jean-Michel Descugis, à cette période, Mohamed Amra réussit à améliorer ses conditions de détention de façon tout à fait illégale. En prison, tout s'achète. Et Amra, il s'achète son confort. Son confort, c'est quoi ? C'est de la nourriture qui se fait envoyer par colis, mais par des jeteurs, des personnes qui lancent depuis l'extérieur des colis à l'intérieur de la prison. Évidemment, il y a aussi des choses qui rentrent par le parloir, il a de l'alcool, il a du cannabis, et il a aussi, pour améliorer ses soirées, une chicha que les surveillants vont trouver sous son lavabo lors d'une perquisition. Damien Elsoni, il a aussi accès à plusieurs téléphones portables. Oui, c'est un peu la cabine téléphonique, la cellule de Mohamed Amra. Il y a plusieurs téléphones, il y a plusieurs puces téléphoniques. On va aller jusqu'à une petite dizaine de téléphones qui vont être utilisés pendant plusieurs mois. Alors, il y a des téléphones qui sont parfois saisis par l'administration pénitentiaire quand il y a une fouille de sa cellule, mais on s'aperçoit que quelques heures plus tard, le trafic téléphonique reprend dans sa cellule parce qu'il a de nouveau mis la main, ou en tout cas, il avait caché une autre puce ou un autre téléphone. Damien Elsoni, en 2022 et en 2023, Mohamed Amra est placé sur écoute par les enquêteurs parce qu'il est soupçonné d'avoir commandité un meurtre à Marseille en juin 2022. De quelle affaire il s'agit ? Alors, en juin 2022, il y a un homme qui se prénomme Ugur, qui est un homme qui habite à Dreux, qui est soupçonné de faire partie d'un réseau de trafiquants assez important dans la région de Dreux, qui va mystérieusement disparaître à la fin du mois de juin. Il a expliqué à sa femme qu'il était descendu sur Marseille avec un ami pour vendre une voiture. Simplement, sa femme ne le voit pas revenir au bout d'un certain nombre d'heures, et surtout, elle va avoir une visite très inquiétante, 48 heures après la disparition de son mari, d'un homme qui vient lui montrer une photo où elle reconnaît son mari sur cette photo. C'est un homme qui est entravé sur la photo, qui manifestement est séquestré, et on lui explique qu'il va falloir payer une rançon très importante. On est sur des 300 000 €, c'est pas une petite rançon. C'est quelque part la dernière image qu'elle aura de son mari, parce que son mari, il va être découvert quelques jours plus tard, tué par balle et surtout carbonisé, parce que son corps a été mis à l'arrière d'un véhicule utilitaire qui a été incendié dans la banlieue de Marseille, sur le bord d'une route. L'enquête arrive en fait à impliquer Mohamed Amra, pas comme exécutant puisqu'il est en prison à ce moment-là, mais comme un probable commanditaire de cet assassinat. Mohamed Amra est donc placé sur écoute et ces écoutes révèlent qu'il gère plusieurs trafics depuis sa cellule. Alors c'est plus que des écoutes, c'est carrément une sonorisation de sa cellule, c'est-à-dire que concrètement, on a placé un micro, un mouchard dans sa cellule et on assiste à toutes ses conversations, qu'elles soient avec son codétenu ou au téléphone. Alors la première chose, c'est qu'il a beaucoup d'activités téléphoniques, ça confirme tout ça, et que ces activités téléphoniques, elles sont évidemment pour l'organisation de son trafic de stupéfiants, c'est-à-dire les livraisons, les achats, mais aussi le recouvrement de dettes, puisqu'il est beaucoup question d'aller secouer, entre guillemets, des gens qui lui doivent de l'argent ou auxquels il a vendu une quantité de cannabis et qu'ils ne l'ont pas payé. Donc il gère aussi le recouvrement de cette manière-là. Jean-Michel Descugis, Mohamed Amra en profite aussi pour mettre au pas les hommes qui travaillent pour lui. Oui, par exemple, il va reprocher à un de ses subordonnés d'avoir mis trop de temps pour faire un trajet entre 3 stations-service qui se trouvent entre Tourville et Elbeuf, en Normandie. À cet homme, il va dire « T'avais les affaires de stupéfiants, t'es parti, fils de pute, pour faire Tourville-Elbeuf, 3 stations en 1h09, je vais te niquer ta mère, les 5 piliers de l'islam. » C'est vraiment un discours de haine et de menace. Sur un de ses subordonnés, la même chose, il va jurer sur le Coran, voilà, vous allez me respecter, vous êtes des fous, mais je vais vous montrer, moi, que je suis plus fou que vous. Tu crois que je suis Coluche ? Vous vouliez voir ma chienneté ? Je vais vous montrer, tu vas me payer. C'est la terreur, quoi, c'est de la pression en permanence, et c'est comme ça qu'il tient ces gars. On apprend aussi qu'il donne parfois des directives à des hommes de main sur le terrain en pleine action par visioconférence. Oui, c'est une séquence qui est extraite de la sonorisation de sa cellule, où on s'aperçoit qu'un soir, où d'ailleurs il prévient son codétenu, il lui dit « ce soir j'ai une grosse soirée, j'ai beaucoup de choses à faire ». Et ces beaucoup de choses à faire, c'est surtout d'organiser l'attaque d'un convoi concurrent qui est en train de remonter de la marchandise, du stupéfiant probablement d'Espagne. Et il y a une attaque qui est prévue à Bordeaux, dans la région bordelaise. Et en fait, lui va suivre et va même guider
cette attaque depuis le téléphone dans sa cellule, en visio, où il va indiquer à ses complices qui, eux, sont en liberté, présents sur le terrain, à quel moment il faut agir. Il va gérer aussi à distance la séquestration d'un des concurrents qui va être enlevé, qui va être placé dans une voiture, détenu, on va appeler son frère pour demander une rançon. Et tout ça, ce qui est assez ahurissant, c'est que c'est géré en pleine nuit par Mohamed Amra, allongé sur son lit dans sa cellule. C'est lui qui dirige en fait cette opération. Autre information apportée par la sonorisation de Mohamed Amra dans sa cellule à la prison de la Santé au cœur de Paris, les enquêteurs comprennent qu'il a des connexions bien au-delà de la Normandie. Alors, il a des connexions d'abord un peu partout en France et notamment dans la région marseillaise. Et ce que notent les policiers qui retranscrivent ces sonorisations, c'est pas seulement une connaissance éloignée. Il connaît les réseaux marseillais, il connaît les équilibres locaux. Ce qu'on apprend aussi dans ces sonorisations, ce qui est encore peut-être plus important, c'est que dans une des conversations qu'il a avec un homme qui est à l'extérieur, il lui parle de ses connaissances avec la Colombie. Alors la Colombie, on sait ce que c'est le pays producteur et le principal exportateur de cocaïne vers les États-Unis et vers l'Europe. Et il laisse comprendre à son interlocuteur dans la conversation qu'il a un point d'entrée en Colombie, c'est-à-dire qu'il connaît quelqu'un qui peut éventuellement organiser des livraisons, donc des livraisons de cocaïne. Là, on n'est plus que sur du cannabis. Ça veut dire que non seulement il a des connexions partout en France et à l'étranger, mais il a des connexions sur plusieurs types de drogues, c'est-à-dire à la fois sur du cannabis et sur de la cocaïne. Un document de synthèse de l'OCLO, l'Office central contre la criminalité organisée, qui dépend de la police judiciaire, souligne la dangerosité de Mohamed Amra, document daté de 2022. Il souligne l'extrême duplicité de cet homme qui, disent-ils, a élevé la trahison au rang d'art, en multipliant les enlèvements, les séquestrations pour récupérer l'argent des créances, mais aussi faire pression sur ses rivaux. Et il souligne effectivement la dangerosité extrême de l'homme. Damien Delsoni, Le Parisien révèle toutes ces informations, tout ce qu'on vient de raconter, le 22 mai, une semaine après l'évasion de Mohamed Amra, et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, affirme découvrir tout ça à ce moment-là. J'ai découvert dans la presse un certain nombre d'éléments concernant le détenu Amra qui font état d'une dangerosité certaine qui ne semblait pas avoir été prise en considération. J'ai la ferme intention de faire toute la lumière sur la prise en charge du détenu Amra, et notamment en ce qui concerne le partage d'informations. Et c'est pourquoi j'ai ordonné une inspection confiée à l'inspection générale de la justice. Le grand public découvre l'activité clandestine de Mohamed Amra à l'intérieur de la prison de la Santé. Mais ce qui est peut-être le plus surprenant, c'est que le ministre de la Justice lui-même, qui gère quand même aussi l'administration pénitentiaire, semble découvrir tout ce qui a pu se passer pendant la détention de Mohamed Amra, ce qui signifie que tout ce que les policiers et la juge d'instruction accumulaient dans le dossier judiciaire sur Mohamed Amra a échappé en grande partie à l'administration pénitentiaire et a donc eu pour conséquence directe de ne pas bien évaluer la dangerosité potentielle de Mohamed Amra qui, on s'en est rendu compte au moment de son évasion, n'était pas considéré comme un détenu particulièrement surveillé, un DPS. Et ce qu'on note surtout, et dans la réflexion d'Éric Dupond-Moretti, c'est que si ces éléments qui sont dans le dossier judiciaire depuis 2022 avaient été un peu plus connus de l'administration pénitentiaire, il y aurait probablement eu un régime différent pour gérer le cas Amra. Éric Dupond-Moretti a ordonné l'ouverture d'une enquête interne. Jean-Michel Lécugis, j'imagine que les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont très remontés après avoir appris ça ? Ils sont très remontés parce qu'ils ont l'impression qu'on leur a caché des choses sur ce détenu, qu'il n'y a pas eu de partage d'informations entre la justice et l'administration pénitentiaire. Les syndicats sont montés très fortement au créneau, il y a eu des grèves, parce que justement, si on avait connu la dangerosité de cet homme, l'administration pénitentiaire aurait réévalué sa protection. Or là, quand il s'est évadé, il n'y avait qu'un convoi pénitentiaire accompagné d'une voiture, sans policiers, sans force de l'ordre. Damien Delsoni, le 2 juin, Le Parisien révèle que Mohamed Amra recevait régulièrement la visite d'une jeune femme en prison, une jeune femme prénommée Nawel, et qui se faisait passer pour la sœur du détenu pour le voir au parloir. D'abord, qui est Nawel ? Alors Nawel, c'est une jeune femme qui a une trentaine d'années, qui est originaire de Marseille. Elle vient à ce moment-là juste d'échouer. Elle avait passé un concours pour être secrétaire dans les tribunaux.
Elle vient d'échouer à ce concours et à ce moment-là, elle se tourne vers quelque chose de totalement différent puisqu'elle se spécialise dans le drainage lymphatique, c'est-à-dire des massages amaigrissants dans le cabinet d'une kiné qui est une amie à elle. Comment est-ce qu'elle a rencontré Mohamed Amra ? Mohamed Amra, elle le rencontre par hasard à l'été 2020, dans une rue à Marseille. Elle se promène avec des copines, lui est avec des copains. Leurs regards se croisent, ils échangent quelques mots et surtout, ils vont échanger leur numéro de téléphone et ils vont d'abord avoir une relation par message téléphonique, par vidéo. Et puis au bout de quelques semaines, ils vont finir par se rencontrer et démarrer une relation amoureuse, sentimentale assez classique. Et ensuite, ils se voient plus souvent. Ils se voient, mais dans son souvenir, ils se voient uniquement dans des hôtels. Ils ont rendez-vous dans des hôtels à Marseille, mais aussi à Paris. Elle va monter à Paris le voir dans des hôtels. Ils vont aussi se retrouver au moins 2 fois en Espagne, notamment du côté de Marbella, dans des hôtels un peu de luxe. Elle se souvient d'une seule fois où elle l'a rencontré dans une maison, mais dont elle a très vite compris que c'était pas la sienne. Et elle se souviendra après coup qu'effectivement, ces rencontres avaient toujours un caractère étrange parce qu'il donnait l'impression de ne pas avoir de logement fixe. Et surtout, il lui disait strictement rien de sa vie, de son activité professionnelle. Et avec elle, il ne lui donne pas sa vraie identité. Oui, il va même jusqu'à cacher son prénom, puisque quand ils se rencontrent, pour elle, il s'appelle Yanis. C'est le prénom qu'il lui donne, et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle va l'appeler pendant des mois. En fait, elle ne l'appellera quasiment que Yanis. Et quand Yanis, en réalité Mohamed Amra, est interpellé en janvier 2022 et placé en détention à la prison de la Santé, à partir de là, elle se fait passer pour la sœur de Mohamed Amra pour lui rendre visite en prison. Expliquez-nous ça. Oui, alors déjà, il faut savoir que quand Mohamed Amra est interpellé en janvier 2022, les faux papiers qu'il présente aux policiers, ce sont les papiers du frère de Nawel. Ça veut dire qu'ils ont quand même déjà une relation suffisamment proche pour qu'elle lui ait confié les papiers de son frère. Donc lui est arrêté et incarcéré à la Santé en janvier 2022. Et à compter du mois de novembre-décembre 2022, elle va se rendre à des parloirs, à la Santé, en prenant à la fois la carte d'identité de la sœur de Mohamed Amra et également son permis de visite, puisque la sœur de Mohamed Amra, en tant que membre de la famille, disposait d'un permis de visite. Et donc, à au moins 8 ou 9 reprises, Nawel va se rendre à la prison de la Santé, à des parloirs, parfois plusieurs jours de suite, pour rencontrer Mohamed Amra et pour avoir avec lui des discussions, mais aussi des relations sexuelles, puisque ce sera acté par les personnes qui écoutent, puisque le parloir de Mohamed Amra est à ce moment-là placé sur écoute. Jean-Michel Descugis, Nawel est soupçonné d'avoir aidé Mohamed Amra pour le meurtre de Marseille en juin 2022, cet homme prénommé Ugur, dont le corps a été retrouvé carbonisé dans une voiture. Oui, elle va l'aider avant, pendant et après l'affaire. Avant, parce qu'elle va accueillir le commando à la gare Saint-Charles, à la gare de Marseille, qu'elle va louer un appartement Airbnb pour eux, qu'ensuite elle va accepter que le corps d'Ugur transite par son salon de massage pendant la nuit, et ensuite elle va aller se débarrasser d'un téléphone qu'on suppose être à lui et brûler des vêtements qu'on suppose être à lui aussi. Damien Delsoni, visiblement, Nawel n'était pas la seule jeune femme à venir voir Mohamed Amra en prison en se faisant passer pour sa sœur. Non, parce qu'on va s'apercevoir qu'au mois de mai 2023, Mohamed Amra va se voir supprimer le parloir qu'il avait avec sa sœur, et la raison qui est invoquée par l'administration pénitentiaire et par la direction de la santé, c'est de dire qu'au cours du mois de mai 2023, une femme est venue au parloir voir Mohamed Amra et que les surveillants se sont aperçus que c'était pas sa sœur. Physiquement, ça ne collait pas avec le permis de visite et avec la carte d'identité, qu'ils ont donc interpellé cette femme, qui a reconnu qu'effectivement, elle n'était pas la sœur de Mohamed Amra, qu'elle était venue là pour un parloir sexuel. Donc le permis est suspendu, et ça ne peut pas être Nawel, cette femme, en mai 2023, puisqu'à ce moment-là, Nawel, elle est elle-même détenue au Beaumet dans le cadre du règlement de compte de 2022. Ça veut dire que, à minima, 2 femmes ont profité du permis de visite de la sœur de Mohamed Amra pour lui rendre visite à la Santé. Nawel a été mise en examen pour complicité dans le dossier marseillais. Qu'est-ce qu'elle dit de Mohamed Amra, qu'elle pensait être Yanis, aux enquêteurs ? Elle va d'abord donner le surnom qu'elle donnait à Mohamed Amra quand ils se sont rencontrés. Elle l'appelait le vendeur de rêves. Elle va expliquer qu'effectivement, elle était extrêmement amoureuse de cet homme, qu'à l'époque, elle sortait d'une relation assez longue qui avait duré 10 ans, qu'elle cherchait, comme elle explique aux enquêteurs, un peu de folie, et que ce garçon un peu ténébreux, un peu bizarre aussi, qui lui disait pas exactement ce qu'il faisait, où il vivait, c'était sans doute ce dont elle avait besoin à cette époque-là, et qu'elle a accepté un certain nombre de choses, comme ce qui s'est passé en juin 2022, quand elle s'est rendue
complice dans la logistique d'un assassinat. Et elle dit, tout ça, je l'ai fait, j'étais aveuglée par amour. Et idem, quand on va lui demander, mais pourquoi vous allez voir Mohamed Amra en prison en utilisant le permis de visite de sa sœur, pourquoi vous ne demandez pas vous-même un permis de visite? Elle dit, c'est lui qui avait exigé qu'elle ne déclare pas officiellement une demande de parloir. Lui, son objectif, c'était qu'il ne fallait pas qu'on le rapproche de Naouel pour ne pas le rapprocher de Marseille et donc pour ne pas le rapprocher du règlement de compte de 2022. Jean-Michel Descugis, sans trahir de secret qui pourrait gêner les enquêteurs, on peut dire que les hommes et les femmes qui traquent Mohamed Amra ont des éléments aujourd'hui, ils avancent dans leur enquête? La procureure de Paris a dit qu'il y avait des pistes sérieuses. Je pense que les enquêteurs savent qu'ils l'attraperont un jour ou l'autre, Amra et le commando et son équipe. Que c'est une question de temps et que le temps travaille pour eux. Une cavale, on sait qu'il y a une usure, ça coûte cher et que plus les jours passent, plus Amra risque d'être balancé par un proche, un complice ou même un ennemi qui apprend où il est ou avec qui il l'a aidé à s'évader, etc. C'est certain que la police aura l'information. Donc c'est une question de temps. Merci à Damien Delsoni et Jean-Michel Descugis. Damien, on vous retrouve chaque semaine dans Crime Story, un nouvel épisode chaque samedi avec Claudia Prolongeau. Et n'oubliez pas Le Sacre, autre podcast du Parisien, consacré aux Jeux Olympiques. Cet épisode de Code Source a été produit par Camille Ruiz, Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert, réalisé par Alexandre Ferreira. Si vous aimez les podcasts du Parisien, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou un commentaire sur votre application audio. Ça nous aide à remonter dans les recommandations.